De votre mag, cette question, le discours du président français à l'Afrique, une anomalie. Vous êtes nombreux à réagir. On aborde le sujet avec le journaliste Francis Laloupeau. Mais d'abord, place à l'actualité. Regain de tension en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Bukavu, à Goma. L'opposition a bravé l'interdiction de manifester, des rassemblements réprimés. Les autorités ont procédé à une dizaine d'interpellations. Au Cameroun, la crise anglophone s'invite au Parlement. Séance plénière perturbée, coup d'éclat, chant hostile au pouvoir. Les députés de l'opposition demandent l'ouverture d'un débat à l'hémicycle. Ils troquent leurs habits d'étudiants pour cultiver la terre. Pendant les vacances scolaires, 3 jeunes Maliens prêtent main forte à leur village. Une aide capitale pendant la saison des cultures. C'était une journée dite de la colère, une mobilisation contre le maintien du président Kabila. Dans plusieurs villes de RDC, le même constat, des manifestations de l'opposition ont tourné court. Plusieurs figures de la contestation ont été arrêtées. Karine Barzegar, Francine Mokoko. La transition démocratique. Ce jeudi, ces 3 mots étaient sur toutes les lèvres, sur toutes les pancartes. À la tête des manifestations, le noyau dur de l'opposition congolaise. Si nous attendons l'alternance avec M. Kabila dans les élections, il n'y en aura jamais. Il n'y aura jamais des élections ici en RD Congo. Parmi les manifestants, des membres de la société civile et des partis politiques, dont des femmes, comme ces opposantes de l'UDPS du Sud Kivu, vêtues de noir et sifflets rouges à la main. Mais il n'était que quelques centaines à avoir répondu à l'appel lancé par l'opposition. Et pour cause, les marches étaient interdites par le pouvoir. Elles ont été rapidement dispersées. À Kinshasa et dans toutes les grandes villes, les forces de sécurité étaient déployées en masse, y compris devant la maison du chef de l'opposition, Félix Tshisekedi. Ses partisans, eux, se disent déterminés. On dit non à Kabila. Nous voulons la transition sans Kabila, que Kabila dégage. On en a marre, on ne veut plus de Kabila au Congo. On est déterminés. Kabila et sa bande de policiers et ses militaires, il n'a qu'à nous tuer aujourd'hui. On est prêt à tout. On est prêt à tout. Nous, les jeunes de la République démocratique du Congo, nous sommes unis comme un seul homme. Notre objectif est de faire partir Joseph Kabila du pouvoir. Le Burkina Faso l'a fait. Les Zimbabwe même, la Tunisie, l'Égypte, la Libye et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est le tour de la République démocratique du Congo. Au terme de cette journée ville morte, plusieurs élus et responsables de l'opposition ont été arrêtés, dont le secrétaire général de l'UDPS Jean-Marc Kabound et les députés Jean-Bertrand Ewanga et Martin Fayoulou qui a été relâché. Dans plusieurs villes, les manifestants ont dû chercher protection auprès des forces onusiennes de la MONUSCO lors d'affrontements avec la police. Plusieurs opposants ont été blessés. Au Togo aussi, la rue réclame le départ du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Des milliers de manifestants ont défilé dans le calme à Lomé, la capitale. Et dans les fiefs de l'opposition au nord du pays, impossible de se rassembler. Les autorités empêchent toute mobilisation selon le porte-parole de Tipki Hatchadam. Hier, aujourd'hui, les gens de Sokodé n'ont pas pu manifester parce qu'ils sont toujours sous le déni du droit de manifester par le régime en place. Et puis cette information au Congo-Brazzaville, alors que les avocats de l'opposant André Okombi Salissa s'apprêtaient à donner une conférence de presse, des journalistes dont le correspondant de RFI et de l'AFP, l'Odesse Martial Mbon, a été molesté et a vu son matériel et son téléphone confisqués. L'ombre de la crise anglophone pèse sur le Parlement au Cameroun. Des semaines que les séances sont perturbées, les députés de l'opposition enchaînent les coups d'éclat. Ils ont une requête, que soit inscrit à l'ordre du jour un débat sur la crise qui secoue le pays depuis plus d'1 an. Simon Vaudier nous raconte. La séance commence d'emblée par des invectives. Les députés de l'opposition du SDF exigent de mettre sur la table le problème anglophone. Le Premier ministre Philémon Yang est très surpris. Il doit prononcer un discours, il s'avance même jusqu'au pupitre. Mais jamais il ne pourra parler. Ces députés accusent aussi le président de l'Assemblée d'avoir fait entrer des hommes en armes pour les empêcher d'aborder cette crise anglophone. Personne ne peut entrer ici en possession d'armes. Les soldats ne peuvent pas venir et cette Chambre a le devoir de se protéger et de protéger les députés de ce genre de choses. Mais les négociations pour un retour au calme ne fonctionnent pas.
La crise s'est donc invitée au Parlement. Depuis des mois, la situation s'envenime dans les régions de l'ouest et du nord du pays. Manifestations, répression pour des Camerounais anglophones tentés par le fédéralisme, d'autres par la sécession. Zone fermée aux journalistes, violence. La région s'est embrasée depuis plus d'1 an. La nuit dernière encore, 2 policiers ont été tués à un poste frontalier. À Yaoundé ce jeudi, rien n'y fait, la séance est définitivement interrompue. Et cela sera le cas, promettent les députés du SDF, tant que la situation anglophone n'est pas abordée à l'Assemblée nationale. C'est la fin du 5e sommet Afrique-Europe. Après 2 jours de rencontres, les 83 dirigeants ont fixé 2 grandes urgences, la création d'une force d'intervention contre l'esclavage et le rapatriement des migrants de Libye. Les détails avec Simon Rodier. Le sommet accouche donc de grandes manœuvres à venir. Ce sont des promesses qu'ont avancées les chefs d'État à l'issue des rencontres. Mais décidément, ces images du reportage de CNN sur la vente d'Africains en Libye ont clairement poussé à la réaction. Première urgence, l'évacuation des plus vulnérables. Le président Macron nous a informé que le roi du Maroc a décidé de mettre des avions à la disposition de la task force pour aller chercher immédiatement les réfugiés. Nous avons demandé que l'Union européenne appuie les efforts du Maroc pour qu'on puisse rapatrier le plus rapidement possible les 3800 qui sont sur la route de l'aéroport. 3800 évacuations dans quelques jours ou quelques semaines, mais il reste plusieurs dizaines de milliers d'Africains coincés en Libye. Deuxième annonce, l'envoi d'une task force policière sur le terrain, européenne et africaine, à laquelle s'ajouterait le gel des avoirs et les sanctions financières des trafiquants connus. Pour arrêter ces phénomènes, il faut naturellement remonter à ces filières, remonter à leurs sources de financement, et je crois que cela nécessite la coopération de tous les États du monde. Il faut identifier ces gens, il faut tarir les ressources et il faut les traduire en justice. Pour boucler la boucle, les dirigeants européens et africains veulent poursuivre ce qu'ils appellent l'aide au retour. Aujourd'hui, des migrants sont poussés à retourner chez eux via notamment l'Organisation internationale des migrations. Ici, des Camerounais sont revenus au pays avec un peu plus d'une centaine de dollars chacun pour les aider à la réinstallation et les aider à oublier. Ne prenez pas la route de la Libye parce que ce n'est pas du tout joli à entendre. Ce n'est pas joli à vivre, ce n'est pas joli à voir. C'est un pays où Dieu n'existe pas. Enfin, la communication dissuasive auprès des candidats au départ doit être renforcée. Il faut aussi promouvoir une éducation de qualité. Il faut rendre la croissance économique efficace pour les peuples. Il faut reconstruire l'État libyen. Bref, des annonces, des projets, beaucoup d'annonces, beaucoup de projets. Il ne reste qu'à attendre les faits. Et face à une Europe qui durcit sa politique migratoire, de plus en plus de migrants africains tentent leur chance en Amérique du Sud. Il serait aujourd'hui 10 000 en Argentine, toutes nationalités confondues. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Comment s'en sortent-ils? Reportage à La Plata, près de Buenos Aires, de Flora Genoux. Dans les rues commerçantes des villes argentines, ils sont là du matin au soir, derrière leur poste de vendeurs ambulants. Ces immigrés, pour la plupart sénégalais, ont choisi pour travailler un pays bien loin de leur terre d'origine et dont ils ignoraient quasiment tout avant de s'y installer. Je voulais venir en Argentine parce que j'en avais entendu parler avec le foot. J'aimais comment jouait Messi. J'en avais entendu parler, mais je ne savais pas comment c'était. Certains sont arrivés par l'Équateur, qui ne demandait pas de visa aux Sénégalais avant que cet accord ne soit abrogé. Cheikh, lui, pensait trouver ici une économie favorable, mais le voilà obligé de remballer sa marchandise et de passer le mot. La police vient d'inquiéter un de ses confrères, la vente ambulante est illégale en Argentine. Ce n'est pas un pays paradisiaque. Celui qui veut venir ici doit savoir que s'il vient, il doit souffrir beaucoup pour gagner sa vie et pour supporter les nombreuses insultes de certaines personnes racistes. Le racisme au quotidien et l'inflation qui rend l'envoi de devises à la famille toujours plus compliqué, Cheikh et les autres craignent aussi pour leur résidence temporaire qui peut être révoquée à tout moment. Cette commission accompagne les migrants dans leur démarche. Le statut de réfugié est un droit auquel peut prétendre n'importe quel étranger. L'Argentine est un pays avec une politique migratoire basée sur l'obtention de droits et c'est quelque chose de très peu répandu. Voilà comment beaucoup se retrouvent avec ce statut bancal de réfugié temporaire, même si leur pays d'origine n'est pas en guerre. Toléré pour un moment en Argentine donc, mais pas réellement intégré.
Maxime, lui, a bénéficié d'une vague de régularisation il y a 10 ans. Ce Camerounais, ancien joueur de foot, a ouvert le premier et unique restaurant africain de Buenos Aires. Aujourd'hui, je retrouve que j'ai créé un espace qui me sourit, mais au départ, ça n'a pas été si facile. Dans ce quartier où le restaurant Bon Saveur est installé, je suis le fils adopté. Et depuis 9 ans, il cuisine des spécialités de tout le continent. C'est un orgueil. C'est premièrement un orgueil, l'orgueil de représenter la culture africaine ici en Argentine. Aujourd'hui, il se sent heureux ici avec sa femme argentine et leur fille. Ses projets, agrandir sa structure et se lancer comme agent de joueur de foot africain en Amérique latine. Ils sont jeunes, ils ont choisi de partir étudier en ville, mais ils n'oublient pas d'où ils viennent. 3 jeunes de la région de Caille retournent chaque vacances travailler la terre au village. Un coup de pouce essentiel à l'heure où la main-d'œuvre manque. Un reportage de Kaoru Magassa. Déambuler dans son village, parler de foot, de filles, autour d'un thé. C'est le quotidien de Drissa Traoré. Étudiant en dessin de bâtiment, il est venu prêter main forte à ses parents. La moitié de son temps, il le passe dans les champs. Sans nous, les gens ne peuvent pas vivre. Parce que mon père est vieux, ma mère aussi, elle ne peut pas cultiver, le père aussi ne veut pas cultiver. Donc c'est nous qui serons là à chaque saison de pluie pour cultiver. Aidé de ses cousins, il exploite, dès l'aurore, 4 hectares de terre. Lors de la saison, il récolte en moyenne 5 tonnes de mil. En clair, 9 mois de nourriture. Le reste de l'année, c'est la débrouille pour les femmes et les vieux qui restent au village. Si cette nourriture est finie, on va appeler ceux qui sont à l'aventure. C'est eux qui vont nous envoyer d'argent pour acheter une autre mille pour nous vivre. Dans le village voisin, Djaba et Kafouné se retrouvent seules à planter de l'arachide. Lycéennes à Bamako, encore une fois, elles ont sacrifié leurs vacances pour la 3e année consécutive. Avant, lorsque la saison des pluies arrivait, tout le monde allait au champ, jusqu'au moment de la saison sèche. Et lorsque la saison chaude arrivait, tout le monde travaillait ensemble, car il y a toujours beaucoup de travail au village. Et pour éviter que les villages ne se meurent, certains s'organisent. Marie, lui, a fondé une association de développement villageois. Il milite pour convaincre les jeunes de rester. Aller en aventure, ce n'est pas la solution. La solution pour moi, c'est quoi? De faire de la formation technique, former les jeunes dans les métiers de construction, de l'électricité, l'agriculture, le jardinage. Donc quand on est formé au métier, on peut travailler ici, gagner la vie ici. Difficile pourtant de créer des vocations. Malgré une production record de 9 millions de tonnes de céréales l'an dernier, les revenus des paysans peinent à s'envoler. À suivre dans votre journal Afrique, la question de la semaine. Le discours du président français à la jeunesse africaine en 2017, une anomalie. Vos réactions, vos réponses, c'est tout de suite dans le MAG. Des centaines de commentaires sur la question de la semaine. On décortique tout cela avec Francis Laloupeau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et professeur de géopolitique à l'université de Paris-Dauphine. Alors pour la grande majorité de nos internautes, l'adresse d'un président français aux Africains en 2017 est incongrue. Jean-Noël de Yaoundé se pose une question simple. A-t-on déjà vu un président africain s'adresser à la jeunesse européenne? Ahmed Mizanik de Bordeaux lui trouve aberrant de parler à une jeunesse de 54 États sans tenir compte des spécificités, comme si la jeunesse africaine était un tout uniforme. Francis Laloupeau, comment se fait-il qu'on assiste encore, 60 ans après les indépendances, à cet exercice? Il faut d'abord préciser que l'exercice est inédit. C'est la première fois qu'un chef de l'État français s'adresse effectivement à un parterre de 800 jeunes dans une ville comme Ouagadougou. Je pense que ce choix a été fait par l'équipe de communication du président Emmanuel Macron, qui considère qu'en fait, la jeunesse est le meilleur investissement pour engager une nouvelle relation avec l'Afrique. Alors, d'entrée de jeu, le président Macron a dit à cette jeunesse, écoutez, je suis comme vous finalement, je suis d'une génération qui n'a pas connu l'Afrique coloniale, donc je vous propose une rupture générationnelle. Autre phrase, il n'y a plus de politique africaine de la France, mais il y a un projet d'amitié. Ce sont des mots évidemment qui sont destinés à la jeunesse. Alors, est-ce que cette démarche est incongrue?
c'est surtout un investissement français. Je pense que c'est un choix français que d'investir sur la jeunesse, considérant effectivement que cette jeunesse serait peut-être la meilleure promotrice de ce nouveau deal, en quelque sorte, que la France propose désormais aux pays africains. Comme Emmanuel Macron a une démarche à la fois philosophique et entrepreneuriale, cette jeunesse aussi, qui est considérée comme, évidemment, l'acteur de l'économie, de la future économie en Afrique, est déjà d'emblée, prise en compte comme une partenaire en tout cas, du projet politique d'Emmanuel Macron pour l'Afrique. Il n'y a peut-être plus de politique africaine de la France, mais il y a un projet d'Emmanuel Macron en tout cas, dans son rapport à l'Afrique. Mais est-ce que ces adresses des présidents français à l'Afrique ne sont-elles pas dépassées? Alors, elles sont dépassées parce que, enfin, c'est un rituel, je veux dire, c'est un passage obligatoire. Donc on a plutôt l'habitude de voir effectivement des chefs de l'État s'adresser à des assemblées qui sont très convenues, à leurs pairs. Et là, il s'agissait évidemment de s'adresser à une jeunesse pour, d'une certaine manière, engager justement une nouvelle forme de dialogue avec l'Afrique. Mais en d'autres temps, il y a un autre président qui l'a fait, on l'oublie, c'est Barack Obama, qui a pendant ces 2 mandats massivement investi politiquement, en tout cas sur la jeunesse africaine. On se souvient évidemment de ces réunions qui avaient lieu chaque année à Washington, où on invitait des jeunes de tous les pays africains, qu'on appelle les jeunes leaders, évidemment, qui allaient donc rencontrer le président américain. Ce qui est nouveau, ce qui est différent peut-être, c'est que quand Barack Obama le fait, évidemment, on trouve ça plutôt sympathique. Quand il s'agit d'un président français, il faut prendre en compte la charge émotionnelle, passionnelle, évidemment, de cette relation très singulière entre l'Afrique francophone et la France. Et justement, on ressent une grande défiance à l'égard de la France, de l'ex-puissance coloniale. Ousmane Diallo Kane à Thiès, au Sénégal, affirme aujourd'hui « Le peuple a tourné le dos à la France de manière irréversible. Aferi Johnson au Togo va plus loin. Tant que la France ne changera pas, elle sera notre ennemi numéro 1, dit-il. » C'est là la vraie question, parce que en fait, quand Emmanuel Macron choisit, c'est un choix français de s'adresser à la jeunesse. Est-ce qu'il prend en compte le fait que cette jeunesse, depuis plusieurs années déjà, ne regarde plus beaucoup vers la France? Donc la vraie question est de savoir, au fond, qu'attend cette jeunesse aujourd'hui de la France? Cette jeunesse qui, depuis quelques années, se tourne davantage vers l'Amérique, vers le Canada. Alors, il s'agit peut-être d'un défi français plutôt qu'un défi africain, de renouer avec une jeunesse qui, ces dernières années, a manifesté une forme de défiance à l'égard des politiques migratoires menées par la France notamment, à l'égard de la question du franc CFA, par exemple. On peut évidemment citer également la présence militaire française en Afrique qui est fortement controversée. Mais alors, donc, en résumé, cette jeunesse aujourd'hui est moins tournée vers la France, donc il s'agit d'une opération à la fois de séduction et de reconquête, bien entendu. Mais non, évidemment, aux jeunes Africains d'adhérer à cette opération de séduction ou de s'en détourner. D'ailleurs, Emmanuel Macron a dit une phrase intéressante à la fin de son discours à Ouagadougou. Il a dit à ce parterre de jeunes étudiants, nous avons le choix désormais entre l'envie de nous rejoindre, ça veut dire qu'il y a eu séparation, ou la tragédie de nous ignorer. Mais comment se fait-il que cette défiance se ressente davantage dans la nouvelle génération ? Parce que la nouvelle génération est beaucoup plus informée, la nouvelle génération est beaucoup plus sensible, je dirais, aux courants qui traversent comme ça, je veux dire, les opinions internationales, qui travaillent les opinions internationales. Cette jeunesse a peut-être, au-delà des difficultés, davantage de choix que les générations précédentes. Et puis cette génération est dépositaire aussi d'un héritage qui est un héritage pesant, c'est-à-dire cette charge émotionnelle dont je parlais, ces contentieux évidemment qui ont jalonné l'histoire franco-africaine, tous ces comptes mal soldés de la colonisation qu'il faut désormais solder pour rendre cette histoire enfin ordinaire, banale et justement dédramatisée. Justement, ce qui ressort aussi, c'est le sentiment de certains internautes que la France est dans le déni par rapport à son passé colonial. Guy Séraphin à Abidjan en Côte d'Ivoire est d'accord pour que les Africains assument leurs responsabilités, mais cela ne doit pas exempter la France de prendre sa part dans la traite des esclaves, la colonisation et l'exploitation de nos richesses. Ce passé-là ne passe pas, Francis Laloupo, on le sent. Ce passé ne passe pas, ce passé est lourd, parce qu'il y a eu pendant très longtemps effectivement du déni. Ce passé a été contourné, a été refoulé en quelque sorte. Et je pense que cela fait partie aussi, cela explique aussi cette acrimonie en fait, qu'on ressent bien dans cette jeunesse africaine qui interroge la France depuis plusieurs années. Et voilà, il faut parler de cette histoire-là, il ne faut pas la nier, il faut enfin se réconcilier aussi avec cette histoire. Et je pense que s'il y a un projet
s'il y avait un projet aujourd'hui relationnel entre la France et l'Afrique, à travers cette jeunesse, ce serait justement, je dirais, de regarder cette histoire en face pour pouvoir justement rendre ordinaire cette relation qui restera singulière entre la France et les pays francophones. Et il y a une partie de cette jeunesse qui refuse de ressasser ce passé et qui veut se prendre en main. On va écouter deux activistes, un Malien et un Sénégalais. Si aujourd'hui l'Europe arrive à tirer le meilleur de cet accord-là, quelque part nous devons se plaindre, nous devons s'en prendre à nous-mêmes de ne pas avoir travaillé à se donner les moyens de pouvoir peser dans le rapport. C'est à l'Union africaine, à nos dirigeants, de savoir développer l'économie africaine au point que nous puissions, au moment des négociations, faire valoir notre point de vue, notre regard d'une collaboration nous permettant de tirer le meilleur. Macron est venu dire ce qu'il avait à dire, parce que quoi qu'on puisse dire, il est là pour défendre les intérêts de la France. Maintenant, c'est à nous, Africains, de prendre nos dispositions, de dire, écoute, nous défendons notre Afrique. C'est une question de protection d'intérêts. Nous protégeons nos intérêts et nous avons élu des gens pour ça. La solution viendra du continent. Francis Lelpo, vous êtes d'accord? Nécessairement. Il faut que l'Afrique invente sa propre histoire, invente son propre récit. Emmanuel Macron est parti livrer son récit aux Africains. Mais ce qu'attendent aujourd'hui les Africains, c'est d'abord d'interroger leurs propres dirigeants, d'interroger leur propre espace vital. Et c'est aux Africains d'inventer leur propre histoire, d'inventer leur propre avenir, d'inventer cet espace, en tout cas, qu'ils considèrent comme étant le meilleur pour eux, pour justement construire un avenir qui soit à la fois solidaire du reste du monde, mais qui concerne d'abord, qui parle d'abord essentiellement aux Africains eux-mêmes. Il y a une autre question récurrente, comment être totalement responsable de sa destinée si, comme le dit Philippe Ngamou de Boulogne-Billancourt, les dictatures qui sévissent en Afrique sont entretenus depuis l'Élysée. Alors Francis Lelpo, c'est un fantasme, c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai ça en 2017? C'est une réalité, vous savez, cela fait bientôt 10 ans ou un peu plus qu'on parle de rupture, de mettre en place de nouvelles relations entre la France et l'Afrique, d'inventer, comment dire, de s'éloigner, de tourner le dos au passé, aux mauvaises pratiques du passé, etc. Mais pour faire une rupture, il faut être deux. Elle ne se décrète pas depuis l'Élysée. Il faut qu'elle soit, elle soit opérée à la fois par l'Élysée et par les pays africains. Or, il se fait que ce qu'on appelle la France-Afrique, de manière générale, est autant entretenue par certains dirigeants africains que par certains cercles d'initiés en France. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que les Africains, les jeunes notamment, se tournent vers certains dirigeants, se tournent vers les responsables africains, se tournent vers l'Union africaine pour leur dire, écoutez, c'est à vous, avant tout, de construire cet avenir, c'est à vous de nous proposer un projet, de nous proposer un récit. Les solutions viendront d'abord des Africains, c'est à eux de construire ces solutions-là, de construire cet avenir-là. Et c'est vrai que l'important aujourd'hui, ce n'est pas se tourner vers la France et de se demander ce que la France pourrait apporter à l'Afrique. L'important, ce n'est pas peut-être de disserter indéfiniment sur les discours de dirigeants français. L'important aujourd'hui, c'est de se tourner vers, il faut que l'Afrique se tourne vers elle-même pour construire son propre récit, construire son propre devenir. Mais Daouda Touré à Bamako au Mali, comme d'autres, sont persuadés que la contrepartie de l'engagement militaire, ce sont des marchés attribués aux sociétés françaises. Ils citent l'exemple du Mali. Est-ce que c'est vrai? Mais écoutez, c'est tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas d'aide, l'aide n'est pas innocente. Oui. Il n'y a pas d'aide sans contrepartie, bien entendu. Chacun gère ses intérêts, même dans les accords de coopération. Il est légitime que les partenaires extérieurs des pays africains gèrent leurs intérêts et réclament, je dirais, les dividendes de leur implication dans les affaires africaines. Mais en retour, c'est aux Africains d'inventer aussi leur capacité de négociation, leur capacité de défendre leurs propres intérêts, que ce soit vis-à-vis de la France, comme vis-à-vis de la Chine et autres, etc. Donc l'important aujourd'hui, c'est une fois de plus de réclamer à ceux qui parlent au nom des Africains leur capacité de négociation, leur capacité de pouvoir défendre en tout temps et en tout lieu les intérêts des Africains. Et ce qui a frappé aussi nos internautes, c'est la phrase de Macron mardi sur le président burkinabé, parti réparer la climatisation. Ça a été très mal perçu. Le président s'en est défendu. On l'écoute. Considérer qu'on ne peut pas faire de l'humour avec un dirigeant africain, ce serait étrange. J'en fais avec les dirigeants européens. Je considère le président Kaboré de la même façon. Alors, Chimbakala Tims Jules de Congo-Brazza est consterné. Après le discours de Dakar, on n'a jamais vu une telle humiliation, dit-il. Francis Lelpo, humiliation, c'est un mot fort.
Oui, c'est vrai que cet incident, cette séquence a provoqué évidemment beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Et bon, je pense que les autorités burkinabées elles-mêmes ont tenu à préciser les conditions dans lesquelles le président burkinabé a dû quitter la salle. Et le président Macron dit, voilà, finalement, le président burkinabé, Roch-Marc Kaboré, c'est un ami, on se fait des blagues, etc. Alors, il y a deux manières évidemment d'aborder la question. Ça peut effectivement être choquant parce que, vous savez, Emmanuel Macron agace autant en France, hein, avec certaines sorties qui viennent d'agacer effectivement à Ouagadougou, avec cette sortie malencontreuse du président qui va réparer la climatisation. Mais on peut aussi aborder ça d'une autre façon. On peut se dire finalement, Emmanuel Macron qui se présente comme un être décomplexé et qui ne porte pas la charge, comme il dit lui-même, de certains traumatismes et de certains complexes qui seraient liés à la colonisation. Et comment dire, il s'adresse finalement aux Africains comme il s'adresserait, je dirais, à ses concitoyens dans certaines régions de France. Mais c'est vrai que ces sorties qu'il fait, on a parlé, vous savez, ici en France, le tollé qu'avait suscité la question des fainéants, évidemment, ou encore d'autres sorties, évidemment, malencontreuses d'Emmanuel Macron. Je crois que c'est l'homme. Mais peut-être que nous sommes en train d'arriver à un débat effectivement décomplexé, où on peut faire des gaffes aussi bien en Afrique qu'on peut faire chez soi quand on est chef d'État français. En tout cas, merci beaucoup. Ce discours, en tout cas, a fait grand bruit en Afrique. Merci beaucoup, Francis Laloupeau, pour votre éclairage. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fin de semaine sur TV5 Monde.